Eh bien, ça y est. Eh bien, ça y est. On n'y croyait plus. Laurent est arrivé. Donc, c'est lui. C'est lui, du coup, qui va commencer à se présenter pour cette conférence qui nous réunit ce soir à Longré. Bonsoir tout le monde. Laurent Rousseau, je suis paysan à 6 km d'ici, sur 60 hectares avec ma femme. Attends, on va la refaire. Je suis paysan sur la commune de Villefagnan, donc à 6 km d'ici, avec ma femme. Et sur une exploitation de 60 hectares. On a été longtemps éleveurs avec des vaches laitières, puis des chèvres, et puis aujourd'hui on est en bio, avec la petite coopérative de Chassagne, où on commercialise tout. Et donc membre de la Confédération paysanne depuis pas mal de temps, et donc dans la lutte depuis longtemps. Bonsoir à tous, donc moi c'est Marina, je suis paysanne, ici même à Longré et Pézénaudoin, sur une ferme avec un atelier maraîchage diversifié en vente directe et un atelier grande culture, donc céréales et légumes secs, qui est vendu via le groupement des fermes de Chassagne sur le territoire et partout en France. On est une ferme de 93 hectares, nous sommes irrigants. Je dis nous parce que on est 2 paysans associés, donc moi-même et Baptiste, que vous verrez à la fin de la table ronde. Et nous avons 4 personnes même qui travaillent avec nous sur la ferme tout au long de l'année. Donc je disais, pour reprendre, donc on est irrigant, on est, on faisait partie indirectement du projet des bassines qui sont sur Longré au départ. Donc c'est-à-dire que Jean-Paul Brigaut, qui était notre prédécesseur, avait répondu pourquoi pas, quand on lui a posé la question d'être inclus dans l'étude de préfaisabilité en 2012. Et donc nous, quand on s'est installé en 2018, on a dit en fait non, mais on reviendra dessus. Et donc voilà, et une ferme 100% bio depuis 2008. Donc je m'appelle Agnès Baudrillard, je suis présidente de l'APAPA, Association Protection et Avenir du Patrimoine en Pays d'Aigre et Nord-Charente, une bien pompeuse appellation pour une association qui a toutefois le mérite d'avoir lutté depuis plus de 20 ans contre les bassines avec... Bravo. Merci beaucoup, malheureusement sans aucune réussite. C'est pas vrai. Oh. Sauf dernièrement, grâce à un recours au tribunal et surtout grâce au collectif qui s'est monté sur le secteur ici et dont je vous parlerai peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. Et donc c'est mon association qui loue aujourd'hui ce lieu, et pour dire quand même, oui voilà, on est dans ce lieu qui est cher à notre cœur, parce qu'en 2021, juste après la constitution du collectif, nous avons fait ici notre première manifestation anti-bassine, et pour nous c'est un vrai plaisir de vous recevoir tous, ceux qui étaient là en 2021, et puis les nouveaux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Bonsoir, je m'appelle Marion,
Je suis une fée hydrogéologue et j'arrive avec l'Asfadas, donc les fées du Périgord limousin. Donc merci de nous recevoir et on a pas mal de questions à vous poser là tout de suite en arrivant. Pour commencer, Agnès, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est le contexte aujourd'hui sur le bassin versant de l'Homme-Couture? Donc l'Homme et la Couture sont deux ruisseaux du secteur qui drainent en fait ce territoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai que ça fait donc nous plus de 3 années qu'on fait ça très régulièrement dans des soirées d'éducation populaire. Donc voilà, en gros, sur ce secteur ici, il y a eu une telle détérioration de la situation hydrologique avec les creusements des rivières, les drainages des champs, avec les arrachages de haies, qu'il n'y a plus eu assez d'eau dans les cours d'eau, ni dans la nappe phréatique, ni dans les nappes d'accompagnement pour pouvoir faire une agriculture comme certains d'ici veulent faire. Donc, ayant cette situation, ils ont décidé de faire des bassines. En fait, 14 bassines ont été faites. À l'époque, on appelait ça des réserves. C'est José Bové qui est venu ici, qui a eu l'idée d'appeler ça une bassine au lieu d'appeler ça une réserve. Donc on est content de dire que c'est chez nous ici que le terme de bassine a été inventé. Donc jusqu'en 2020, 14 bassines étaient remplies tous les hivers avec 3 millions de mètres cubes d'eau pompés dans les nappes phréatiques et pompés dans les nappes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui a fait que notre collectif s'est monté et a pris de l'ampleur et a permis sûrement que nous gagnions au tribunal, c'est que l'ASA, donc l'association syndicale autorisée dont Marina est partie prenante, a fait un nouveau projet avec 9 bassines qui cette fois-ci voulait prendre 1 600 000 mètres cubes de plus. C'est pas possible. 1 600 000 mètres cubes de plus. Et donc c'est à ce moment-là que la PAPA et la Confédération paysanne, qui travaillaient depuis des années contre ces bassines, prenant contact avec BNM 79, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un collectif. Et à ce moment-là, Attaque 16 et Vigilance OGM Pesticides 16 se sont tout de suite sentis appelés, puisqu'en fait, le problème des bassines, ce n'est pas qu'un problème d'eau, c'est aussi un problème de justice sociale, c'est aussi un problème d'écologie, et c'est aussi un problème lié à l'agriculture industrielle. Donc par rapport à cette situation que tu décris et les projets nouveaux, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos préoccupations aujourd'hui ? Oui, nos préoccupations sont plutôt accompagner, déjà passer un dialogue avec nos collègues paysans. Notre souci est d'abord arriver à dialoguer avec nos collègues paysans qui sont assez sourds et pas trop compréhensifs avec ce que l'on défend. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire passer l'idée de partage de l'eau, parce que à la Confédération paysanne, on a toujours défendu le plafonnement par travailleur. Déjà le partage de l'eau, on a défendu aussi le type d'agriculture, parce qu'on sait qu'ici, partout il y a eu du maïs, partout le maïs recule, sauf chez nous, là où il y a des bassines, clairement. Et notre souci est aussi de renaturer et de redonner à tout notre bassin ce qu'il était auparavant, puisque comme Agnès l'a dit, c'est un massacre qui a eu lieu dans les années 50-60, où
vous pourrez le visiter demain, le ruisseau a été canalisé par des grands fossés et approfondis où les lits ont été défoncés pour approfondir et que du coup les nappes se vident et se drainent au niveau du fond du lit et toutes les haies, tout ça, et tout le lit majeur qui était en... Pardon. Et tout le lit majeur qui était des prairies naturelles inondables l'hiver et que ces prairies naturelles avaient un rôle de filtration et d'aide à pénétrer l'eau dans les nappes phréatiques avec l'aide des haies et toutes les haies qu'il y avait. Et il y avait aussi sur l'eau, il y avait aussi beaucoup de terrains qui étaient, on appelle ça des ouches ou des rouches. C'était des ronciers et des frênes et tout ça et on sait que sur ce bassin il y a aussi des tourbières et tout ça, donc c'était aussi compliqué. Donc la volonté à l'époque a été d'assainir pour récupérer ces terrains-là, mais aller tout à l'exagération, et qu'on en est arrivé à venir y faire de l'agriculture comme partout ailleurs, le même modèle que partout ailleurs, avec des céréales jusqu'au plus près des berges, et donc ça a été le drame des 50 dernières années. Et donc, ce qui a tout dénaturé, et pollué, et bouleversé le fonctionnement de l'eau de notre rivière. Et moi, je rajouterais un point sur le bassin de l'Homme Couture, c'est qu'il faut savoir que c'est aussi une aire d'alimentation de captage pour l'eau potable qui a été classée prioritaire au Grenelle de l'environnement, qu'il y a des programmes d'action qui sont financés par l'Agence de l'eau pour accompagner les agriculteurs au changement de pratique, et que des bassines, en fait, ça va pas dans le même sens. Ça va plutôt dans le sens de conforter les pratiques qui sont actuelles. Et donc, moi, je trouve qu'on marche sur la tête de dire, d'un côté, on finance le changement de pratique, et d'un autre côté, on finance aussi, avec le même argent public, on conforte des agriculteurs dans leurs pratiques agricoles qui sont pas du tout au top du top pour la qualité de l'eau potable. Merci. Vous avez un petit peu abordé la question tous les deux du fait de partager et puis de faire des choses pertinentes avec l'eau qui pourrait être stockée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la gouvernance quand une bassine est faite? À combien d'exploitants agricoles elle profite? Qui profite? Qui peut pomper dans les bassines? Comment ça se passe? Alors, je veux bien répondre à cette question. Sur les 9 nouvelles bassines qui étaient prévues et donc qui, heureusement, ont été refusées par le tribunal administratif de Poitiers, ces 9 bassines devaient servir à 19 exploitants agricoles, dont 4 ou 5 avaient déjà des bassines. Donc on arrivait sur certaines exploitations agricoles à avoir la possibilité pour une société d'avoir 300 000 mètres cubes d'eau. Donc absolument pas un partage. Il faut savoir, sur le secteur, on dit qu'il y a à peu près 400, un peu plus de 400 fermes ou exploitations agricoles. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une injustice totale si pour 19 personnes on donne 12 millions d'euros pour fabriquer ces bassines, pour en fait s'accaparer l'eau, parce que on peut y venir rapidement. Quand on a pompé l'eau dans une bassine l'hiver, l'eau elle est dans sa bassine personnelle en général, ou qui appartient à 2 ou 3 exploitants. Et on a vu ça l'été 2022, c'était extrêmement choquant. Les possesseurs de bassines, ici à Longré, arrosaient du matin au soir, même pendant midi à 35 degrés, ils continuaient à arroser
alors que dans le champ d'à côté, où le propriétaire n'avait pas de bassine, eh bien, ça n'arrosait jamais. Donc l'été 2022 a été un moment tout à fait décisif pour nous de se dire non mais c'est absolument pas possible, c'est vraiment un accaparement de l'eau. Et donc cette eau, d'où elle vient? Avec quelle eau on remplit les bassines par chez vous? Alors, avec l'eau de pluie? Alors on va faire un petit calcul. Alors Laurent, me dit pas que cette année tu as eu plus de 1200 mm de pluie, parce qu'on ne va pas compter pour cette année. On va compter une année normale. Une année normale, la moyenne c'est 800, 900... Non, 800. 800, allez, 800 millimètres. 800 millimètres d'eau. Une bassine, elle fait environ 12 mètres de profondeur. Si il pleut 800 millimètres, c'est donc 80 cm, c'est donc moins d'1 mètre. Il y a ça au fond de la bassine. Il y a l'évaporation. Donc, on n'a pas calculé, mais il faudrait sûrement plus d'1 siècle s'il n'y avait pas trop d'évaporation pour remplir une bassine. Donc ça, c'est au départ tout ce qui a été dit par les promoteurs des bassines. Et c'est incroyable ce que c'est resté dans l'esprit des gens. Il y a encore peu de temps, des habitants de mon village me disaient « C'est pas vrai, elles ne se remplissent pas avec l'eau de pluie ?» Donc c'est vraiment quelque chose qui a été grave pour la gestion de l'eau parce que ça a imprégné les esprits. Donc, bien évidemment, l'eau, elle est pompée dans la nappe phréatique ou dans les nappes d'accompagnement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'eau qui était très très bien en dessous de nos pieds, protégée de la lumière, protégée de l'oxygène, cette eau-là, on la pompe et on la met en surface sur une bâche noire. Est-ce que vous avez déjà essayé de laisser de l'eau chez vous dans une bassine noire en été? Vous pouvez faire l'expérience, c'est assez intéressant. Mais là, sur la table là-bas, j'ai une photo d'une bassine où l'eau a fini par être pompée. Il n'en reste plus qu'un petit fond. C'est dégoûtant. Il y a de l'eutrophisation, c'est atroce. Donc, c'est ça qui remplit les bassines. C'est de l'eau de bonne qualité qui est dans les nappes phréatiques sous nos pieds, qui est conservée de meilleure manière possible, qu'on met à l'air sur une bâche noire et qui se dégrade. Oui, merci. Donc, par rapport à ça, en fait, moi ce que j'ai entendu, c'est que en hiver, on va pomper de l'eau qui est excédentaire. L'idée de départ, ce que j'ai compris, c'est que cette eau excédentaire en hiver, qui est pompée en hiver, permet en fait de laisser de l'eau en été dans les milieux, afin que les nappes et les cours d'eau qui voient déjà leur niveau, leur débit baisser, n'aient pas en plus ces prélèvements-là. On parle d'eau excédentaire, c'est-à-dire qu'on considère que en fait, le milieu dispose de toute l'eau nécessaire, tous les volumes pour son bon fonctionnement, et tout le reste en fait qui est en surplus dans le réservoir, voilà, on peut le prendre et on l'utilise pour les besoins humains. Est-ce que vous, par rapport à ça, vous avez déjà observé ou entendu parler d'un effet bénéfique de certaines bassines sur les cours d'eau du secteur ou les nappes du secteur? Alors, j'espère qu'il n'y a pas de pêcheurs. Bon, ouf, parce que sinon là, ils jetaient des tomates. Il faut savoir que la reproduction des brochets se fait l'hiver quand la rivière déborde. Les brochets, on ne sait pas pourquoi, ils sont bizarres, ils ont besoin d'aller pondre leurs œufs dans les prairies inondées. Donc, il n'y a pas d'eau excédentaire. L'eau d'hiver qui fait des inondations, elle sert à la nature depuis toujours. Et la preuve en est que la Fédération de pêche devait mettre en place des frayères à brochets artificielles, puisqu'on ne laissait plus assez les prairies s'inonder.
il n'y a pas d'eau excédentaire. Il y a des aménagements des êtres humains qui ont fait que la situation a rendu les pluies hivernales sont devenues un problème pour nous tous, alors qu'en réalité, sans ces aménagements, l'eau d'hiver était très importante et servait à tout le monde, et donc il n'y a pas d'eau excédentaire. Merci Agnès. Oui, j'aurais voulu repréciser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des prairies, dans les lits majeurs, ce qui était autrefois en prairie naturelle et en arbres qui aidaient à pénétrer l'eau vers les nappes, il n'y a pas mieux. Il n'y avait pas mieux, c'est 80% de l'eau qui s'infiltre dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, les terrains cultivés qui ont été labourés pour y faire du maïs ou ce que vous voulez, c'est très très peu d'infiltration qui passe. Ça provoque le ruissellement plus que la pénétration, beaucoup plus. Pour revenir sur le pompage, l'idéal serait qu'il soit pompé dans la rivière quand elle est en crue. Sauf que c'est jamais le cas, ou trop rarement. Et l'idée de pomper dans une nappe l'hiver à un endroit, eh bien, chaque nappe, elles ne sont pas toutes reliées ensemble, elles peuvent avoir, et elles fournissent une source, enfin, normalement, comme les rivières étaient autrefois, elles alimentaient une source beaucoup plus loin. Et donc quand on tarit une source, quand on baisse une nappe, eh ben, elle ne se remplit pas forcément par les autres et on bouscule des circulations de l'eau. Donc pour la circulation de l'eau, c'est un problème. Chaque nappe est différente, chaque bassin est différent. En tout cas, le nôtre, qui est un bassin sur terrain très plat, c'est très compliqué de l'expliquer parce que c'est pas vrai chez vous, c'est pas vrai chez d'autres. Ce qui est chez nous, eh ben, quand on pompe un endroit, ça ne se remplit pas comme ça par les autres, c'est vraiment c'est lent à re-remplir et on crée un vide pour la saison. Et puis aussi, en tant que paysan, l'eau, on la partage. On est pour le partage de l'eau, mais aussi, il y a aussi les paysans de la mer. On les aime bien, hein, ils nous envoient des huîtres ou des moules, on aime bien, on les croise, voilà. Si l'eau n'arrive pas jusqu'à là-bas, ils ont des gros soucis. Et l'été 2000, je crois que c'est 2012 ou 2011, où 97% des moules ont crevé, que c'était affect sur les plages et au niveau sanitaire, c'est vraiment très très dangereux. Donc c'est un vrai problème de santé publique jusqu'à la côte. Donc il faut bien faire que tout fonctionne de chez nous jusqu'à là-bas pour que tout le monde s'en sorte et toute la vie continue comme c'était depuis des millénaires. Et on n'a pas observé un impact positif sur l'homme en tout cas. Nous, alors cette année c'est assez exceptionnel, il y a de l'eau encore à cette période de l'année, mais malgré les retenues qui existent déjà sur le bassin versant, tous les étés c'est à sec quoi. Donc, les bassines qui ont été faites jusqu'à présent, elles n'ont pas permis qu'il y ait de l'eau en ce moment. Enfin, cette année est exceptionnelle avec toute la pluie qu'on a eue. Mais voilà. Et si je puis me permettre, pardon, et avec l'état de nos nappes cette année qui sont exceptionnelles, on va avoir, c'est à parier, un été arrosé et supportable. Il est fort à parier qu'il y a une énorme influence sur notre climat. Bizarrement, on voit des orages toujours s'orienter vers les terres les plus rouges ou les plus boisées le long de la... Et nous, on n'a jamais d'orage, beaucoup moins que nos voisins. On peut pas, c'est scientifiquement impossible à prouver pour le moment, mais il y a une corrélation avec le climat, l'hygrométrie, les orages et
pour que l'été se passe avec juste ce qu'il faut, pas trop, hein, il faut aussi un peu de soleil, mais un peu d'eau de temps en temps pour que les cultures survivent. Et il y a une corrélation, on ne peut pas le prouver. On le dit comme ça, mais on ne peut pas le prouver pour le moment. Mais on sait qu'il y a une corrélation et on va voir un été beaucoup plus frais, peut-être un peu mieux arrosé, je ne sais pas, mais on va pouvoir le voir cette année que les nappes sont pleines, comme trop longtemps elles n'ont jamais été. Alors du coup, nous, on vient de parler beaucoup. On va peut-être laisser un peu la parole à Marion. Toi, en tant que fée hydrogéologue, c'est la première fois qu'on reçoit une fée hydrogéologue. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Nous, on a beaucoup parlé, un peu à toi. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, Laurent, alors moi j'ai deux préoccupations principales et la première c'est la perturbation des cycles naturels de l'eau. Parce qu'en fait là on va stocker des énormes volumes d'eau dans des infrastructures qui sont complètement déconnectées du milieu. Donc forcément ça perturbe les écoulements naturels, d'autant plus que ça s'ajoute à des perturbations qui ont déjà eu lieu depuis des décennies. Tu citais tout à l'heure le remembrement avec l'arrachage de centaines de milliers de kilomètres de haies, le recalibrage des cours d'eau. On peut aussi citer les pratiques agricoles qui dégradent la vie des sols et donc qui entravent la capacité du sol à retenir l'eau. Donc tout ça, ça ne fait que s'ajouter. Et en quoi ça perturbe les cycles? C'est qu'en fait, on va favoriser le ruissellement au détriment de l'infiltration. Donc on accélère les écoulements en surface et ça, il y a plein de risques liés à ça, notamment le risque inondation, le fait que les nappes vont moins se recharger. Et donc c'est pour ça que il y a beaucoup de scientifiques, et je les rejoins, qui parlent de maladaptation avec ces bassines. Parce qu'il y a en fait des solutions qui voient à plus long terme, qui existent, on les connaît. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les termes, mais on parle de solutions fondées sur la nature. On parle aussi d'hydrologie régénérative. Je vous invite vivement à vous intéresser à tout ça. Et en fait, c'est des façons d'aménager le territoire et de pratiquer l'agriculture qui vont privilégier justement le ralentissement des cycles de l'eau, favoriser l'infiltration, la recharge des nappes. Et on constate, quand on s'intéresse à ça, que c'est l'aménagement du territoire, en fait, c'est des leviers très forts pour qu'il y ait de la résilience sur les territoires, en fait. Donc, je rejoins ce que disait Laurent, il faut remettre en fait plus de végétation et petit à petit on pourra créer des microclimats en fait grâce à ça et éviter de tomber dans des processus de désertification. Donc ça c'est ma première préoccupation, et si le sujet vous intéresse, on a affiché plein d'informations sur le Barnum bleu qui est là comme une petite exposition sur l'eau. Et puis, n'hésitez pas à nous questionner par la suite. Et donc, ma deuxième préoccupation, c'est ce qu'on appelle les seuils hivernaux de gestion. Donc, on parlait tout à l'heure d'eau excédentaire. En fait, pour définir à partir de quand les bassines vont pouvoir être remplies, il va falloir définir ces seuils hivernaux de gestion. Donc c'est en gros au-delà de quel niveau de nappe ou au-delà de quel débit de cours d'eau on va pouvoir pomper en hiver. Ces seuils, ils sont fixés en fait par la préfecture. Alors la préfecture peut s'appuyer sur des études qui ont été faites ou quoi, mais ils n'ont pas d'obligation de respecter les préconisations faites. Et donc il y a beaucoup de personnes, d'associations, même d'organismes de gestion de l'eau qui s'inquiètent que ces seuils soient fixés trop bas et donc ne soient pas assez protecteurs vis-à-vis des milieux aquatiques. Donc là, en fait, on touche directement au problème de quelle confiance on a en la préfecture pour fixer ces seuils. Déjà, et même si ces seuils sont fixés correctement, vont-ils être respectés? On peut se poser la question, quand des exploitants ont eu leur bassine
qu'elle est toute belle avec la belle bâche parfaitement étanche, etc. Et que ce seuil qui a été fixé, eh ben, il n'est pas atteint. Et donc en fait, il faut accepter de regarder la bassine rester vide, peut-être parfois plusieurs années, parce qu'on nous dit avec le dérèglement climatique, on nous prépare à des sécheresses hivernales qui peuvent se succéder d'année en année. Donc vont-ils respecter ça et ne pas pomper malgré tout pour remplir la bassine? Voilà. Et pour moi, cette question de la confiance, elle est complètement légitime parce qu'il existe déjà actuellement des projets où la préfecture et ou la profession agricole, une partie de la profession agricole, passe en force en fait. Et on a l'exemple de retenues d'eau actuellement qui ont été construites illégalement. Voilà. Merci. Alors, on vient de parler qu'on pompait de l'eau, que c'était pas bien de pomper de l'eau quand les seuils étaient fixés trop bas, qu'on ne laissait plus assez d'eau pour le milieu. Maintenant, cette eau, à quoi elle sert? Pas souvent à irriguer des légumes qui restent sur le territoire ou des céréales qui vont servir à nourrir les Charentais ou les Français. Mais plutôt, dans la grande majorité, Laurent parlait de maïs tout à l'heure. Ça va être du maïs, ça va être des céréales qui partent à l'export. Ça peut être des cultures pour la méthanisation. À savoir que, en tout cas, sur le territoire de l'Homme Couture, on connaît quelques noms d'agriculteurs qui sont raccordés, qui sont sur les projets. C'est pas pour des cultures qui vont servir à de l'alimentation territoriale. Et ils n'ont pas du tout voulu communiquer, en tout cas, quel type de culture ça allait servir à irriguer. Sauf si tu as eu d'autres nouvelles, Agnès ou Laurence. Non, en fait, notre association, depuis 20 ans, essaye à chaque fois d'avoir des renseignements. Et donc, l'OUGC, l'organisme unique de gestion, qui répartit les volumes entre les agriculteurs, refuse de mettre à notre connaissance des éléments que la loi l'oblige à faire. Mais voilà, on est en face d'organismes gérés par des personnes qui se rendent bien compte que leur système est à bout de souffle, mais qui n'ont pas trouvé, qui continuent à s'obstiner, alors que on a autour de nous, là, avec Laurent et Marina, des exemples d'agriculteurs qui, eux, ont compris qu'il fallait travailler ensemble et puis pas trop tirer sur la corde par rapport à l'eau, c'est quand même dangereux. Disons que, hormis toutes les problématiques environnementales sur le stockage de l'eau, si au moins ça pouvait servir, c'est de l'argent public, c'est financé à 70% par de l'argent public, donc si au moins les bénéficiaires, il pouvait y avoir un retour sur bénéfice pour les citoyens, c'est-à-dire que ça serve pour des cultures qui vont servir à l'alimentation citoyenne et pas à pas à des cultures qui partent à l'export ou qui vont être pour de l'élevage ou pour de la méthanisation, ça serait vraiment intéressant. On n'est pas contre l'irrigation, la preuve en est, moi je suis irrigante, on peut pas faire de légumes sans eau, c'est pas possible. Donc, mais voilà, il faut réfléchir à un autre modèle d'agriculture et savoir qu'est-ce qu'on veut financer derrière, quoi. Alors donc la question suivante, c'était, vous en connaissez bien sûr des gens qui ont des bassines. Dans les fameux PTGE, Projet de territoire de gestion de l'eau, il était prévu que si on leur accepte des bassines, ils devaient, en contrepartie, s'ils voulaient bien, changer leurs pratiques. Diminuer les volumes d'irrigation, avoir de l'irrigation plus efficace. Et d'après vous, est-ce que vous avez l'impression que vos collègues ont vraiment fait des efforts? Oui, le problème c'est qu'aujourd'hui dans le milieu agricole, il y a deux camps. Il y a ceux qui sont dans le modèle ultralibéral et ceux ils en auront jamais assez, quoi. Que ce soit en terre, en eau
en droit à produire tout ce que vous voudrez, et en droit à certains pesticides, ou tout ce que vous voulez. Ils n'en auront jamais assez, et les voisins les gênent. Et puis il y a ceux qui sont plus sobres, tranquilles, et qui carrément ont choisi des modèles paysans, et qui sont là pour l'intérêt public et l'intérêt de nourrir les gens et de protéger l'environnement et leur outil de travail en même temps. C'est un problème hautement politique, et on le voit partout dans le monde. On le voit partout dans le monde, et on voit tous les conflits qu'il y a actuellement, c'est toujours de l'accaparement. Si c'est pas des terres, c'est de l'eau, ou c'est les deux. C'est les deux. Voilà. On ne peut pas ne pas faire le lien de temps en temps. Et dans les modèles agricoles, on voit bien qu'il y a des agriculteurs qui sont dans le modèle conventionnel qui ne savent pas faire autrement que ce que leur dit la coopérative, que ce que leur disent les techniciens. Ils ne remettent rien en cause. Ils n'ont pas appris à remettre en cause ce que les techniciens leur... Il y a ceux qui remettent en cause, après, ben, ils travaillent sur des modèles qui protègent les sols. Ça peut être semi-direct, non labour. C'est pas tout vertueux parce qu'on peut utiliser de la chimie et c'est pas toujours très sain non plus. Mais l'intention est là de protéger les sols de l'évaporation, garder l'eau dans les sols. Et puis après, il y a le bio aussi. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde, que dans nos modèles, on intègre la protection de nos sols, la vie de nos sols, pour que nos sols fonctionnent et que l'eau circule et que l'eau y reste. Et après, le problème, c'est des rapports de force entre paysans. On le voit juste à côté. Là, il y a un village, j'ai un collègue qui est en couple paysan avec des vaches laitières, et le peu qu'ils arrosent, c'est pour faire un petit peu de maïs pour leurs vaches laitières, pour leur garantir de la nourriture qu'il peut manquer rien qu'avec l'herbe ou le reste. C'est cohérent, tout ce qu'ils font c'est cohérent. Et à côté, il y a des gens qui en auront jamais assez et qui veulent toujours plus d'eau pour arroser plus de maïs pour le vendre dans la coopérative, et qui vont toujours chercher l'eau plus bas. Et comme l'éleveur, il a un forage qui n'est pas très profond, ben, tous sont descendus plus bas, et ce qui fait qu'il n'a plus d'eau très tôt dans la saison pour arroser à ces vaches. Et on utilise, pour de la nourriture à ces vaches, et on utilise ce gars-là et son système pour le mettre en avant quand on défend la bassine. Ils sont piégés ils sont instrumentalisés. Et on a aussi, moi je l'ai chez moi, parce que quand j'avais 20 ans, mon père cherchait de l'eau pour que je m'installais sur la ferme. On cherchait l'eau, tout le monde cherchait l'eau. On nous disait, les techniciens de chambre d'agriculture nous disaient, si vous n'avez pas d'eau, c'est pas la peine de vous installer. On nous a dit ça dans les années 90. On a cherché l'eau. Et chez nous, on a une nappe superficielle qui est dans du calcaire qui fait 6-8 mètres. Moi, je suis en limite de bassin de l'ombre. Et dessous, on a ce qu'on appelle du bleu. On ne sait pas à quelle profondeur ça fait, ça. Est-ce que ça fait... Ce bleu, c'est très étanche, cette roche. Et ça fait peut-être 500 mètres, 1 kilomètre, on ne sait pas. Et dessous ce bleu, il y a de l'eau de nappe profonde qui est saine, avec très peu de nitrate, qui est de l'eau potable. Et dans ce bleu, cette roche bleue, il y a des failles. Et certains agriculteurs, en forant, sont tombés sur les failles. Et par ces failles, l'eau remonte à profondeur captable, eau pompable. On ne va pas la pomper à 500 mètres, on la pompe à 40-50 mètres parce qu'elle remonte par la pression qu'elles ont de toute leur nappe profonde. Et aujourd'hui, c'est un autre problème. Mais c'est le même problème que ceux qui sont en bassine, c'est que ces gars-là, ils peuvent arroser tout l'été. Donc il y a une espèce d'injustice entre ceux qui sont en nappe superficielle et ceux qui sont en bassine et ceux qui sont en nappe profonde. Et ceux qui sont en nappe profonde, eh ben, ils ont toutes les autorisations, tout l'été,
ils gênent personne. Et le seul problème qu'on arrive à comprendre aujourd'hui, c'est que les failles par lesquelles l'eau remonte, qu'ils ont trouvées eux, eh ben, elles ne sont plus étanches. Et on y voit l'eau de nos puits, de nos nappes superficielles, partir encore plus vite, parce que par l'aspiration qu'on fait des nappes profondes, on vide, et moi, chez moi, j'ai une station d'eau d'épuration, que dès que le pompage du voisin en nappe profonde, qui se dit « Ah non, mais moi j'ai busé jusqu'au... il n'y a aucun lien », et ben, dès qu'il se met à pomper, le ruisseau, pas très joli, hein, pas très clair, hein, qui sort de la station d'épuration, et ben, il ne met pas 50 mètres à s'infiltrer. Donc on encourage, on a laissé des gens pomper des nappes profondes et que les eaux usées et polluées de la surface peuvent descendre jusqu'à ces nappes profondes par ces travers-là. Donc c'était les plus puissants qui allaient le plus profond, qui accumulaient le plus d'eau et qui avaient le plus de volume et qui avaient le plus d'ambition après sur le foncier. Tout ça, c'est un lien. Dès qu'ils ont l'eau, ils ont des ambitions sur le foncier et pour accaparer encore plus de terre. C'est deux modèles différents. C'est le modèle d'accaparement très ultra-libéral. Et puis à côté, vous avez un modèle paysan qui essaye d'être vertueux et cohérent. Et donc, on ne sait pas lequel choisir. Mais donc là, avant de passer aux questions ou interventions de vous tous et toutes, Agnès, est-ce que tu en as parlé un petit peu au début, mais est-ce que tu peux nous redire un peu plus en détail quelles sont les luttes actuelles, quelles associations, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc on va essayer d'être assez rapide. Tout à l'heure, je vous ai parlé du collectif qui s'est monté en 2021, donc avec 4 associations, et on a été rejoint par des individus qui ont voulu juste en tant que citoyens ou citoyennes s'engager dans ce combat-là. Et dernièrement, donc, notre fait nous parlait des seuils, et c'est vrai que nous, on a été interpellés par rapport aux seuils. Donc cette fois-ci, on parlait plus des seuils hivernaux, mais des seuils estivaux. Et grâce donc à des militants qui sont eux déjà dans les organismes, on a pu assister à des réunions au cours desquelles on a été totalement désabusés. C'est-à-dire que nous qui pensions que la gestion de l'eau, à la base, il y avait quand même quelques citoyens, quelques associations qui pouvaient faire entendre leur voix. En réalité, absolument pas. On a 2-3 associations, Fédé de pêche, LPO, Charente Nature, qui participent à ces réunions. Mais malheureusement, leur voix n'est jamais entendue. Et donc, dernièrement, on a assisté à un déni de démocratie total, parce que, pour faire simple, l'Agence de l'eau a demandé à ce que les débits biologiques des rivières soient calculés. Nous avons donc dépensé des dizaines de milliers d'euros, et ça, c'est nous, les habitants du territoire, parce que c'est nous qui payons la taxe GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. On a payé une entreprise pour calculer ces débits biologiques. Et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, les seuils qui ont été fixés n'ont rien à voir avec les débits biologiques. Je pense que ces chiffres sont importants à retenir. 120 litres seconde, c'est le débit en dessous duquel la rivière Laume, au long de laquelle vous allez peut-être vous promener demain matin si vous avez envie, 120 litres seconde, c'est le débit en dessous duquel la rivière ne fonctionne plus. Alors, c'est pas qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, c'est que peut plus y avoir de poissons, peut plus y avoir toute la vie qui existe autour d'une rivière. Eh bien, nos amis ont décidé, donc en clé du sage, en commission locale de l'eau, ils ont décidé qu'on pouvait descendre jusqu'à 75 litres seconde. Et quand on décide
qu'à 75 litres seconde, nous ne pouvons plus pomper pour irriguer, c'est faux, puisque l'interdiction d'irrigation est toujours assortie de dérogation. Donc vous vous imaginez bien que la rivière, quand elle ne coule plus qu'à 75 litres seconde, à côté de chez Marina, il n'y a plus d'eau, et les irrigants qui ont les dérogations ont encore le droit d'irriguer. Donc nous sommes là maintenant associés à différentes associations que je vais nommer parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise qu'on les oublie. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, Poitou-Charentes Nature Environnement, Charentes Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement, l'API. Donc l'API, c'est une association qui est très associée au BNM de 79, là des Deux-Sèvres, où vous irez demain, le Conservatoire des espaces naturels et la Fédé de pêche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, ils ont tellement abusé que même les associations qui étaient un petit peu, on va dire, frileuses, sont en train de se dire, non mais là, c'est pas possible, il faut qu'on arrête les frais. C'est pas possible. Donc voilà, on est maintenant avec eux. Nous sommes en plus avec le groupe Clapotis. Oui, monsieur le gendarme, le groupe Clapotis de Cognac est aussi avec nous. Enfin, on est avec eux. Je vous encourage à aller le 28 septembre, si vous ne savez pas quoi faire, à Cognac. Il va y avoir une superbe journée organisée par Clapotis. C'est un collectif qui vient de se monter pour aller vers la réalisation d'un parlement du fleuve Charente. Vous avez peut-être entendu parler du parlement d'un fleuve en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est la même démarche qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire que le fleuve Charente puisse être représenté et que quand on s'attaque au fleuve Charente, mais le fleuve Charente, c'est son bassin versant, donc son bassin versant, c'est ses affluents. Donc nous sommes maintenant un groupe d'influenceuses décidées Nous sommes donc les influenceuses décidées à faire respecter les droits du fleuve Charente. D'autre part, parce que vous n'en aurez pas marre, le 28 septembre, vous restez une semaine par ici, et le 5 octobre, nous aurons la chance d'organiser le 3e forum de l'eau à Angoulême, auquel nous vous invitons à venir très nombreux, parce que comme chaque année, il y aura des intervenants intéressants, il y aura des présentations intéressantes, et ce jour-là, nous présenterons notre travail majeur de l'année, qui est les propositions citoyennes pour le bassin versant de l'Aume et de la Couture, un travail sur lequel nous suons depuis novembre, et nous sommes en train donc de rédiger des propositions pour dire les bassines, c'est pas la solution, mais nous, citoyens, techniciens, scientifiques, nous sommes soutenus par Anne Morwen-Pastier, nous voulons proposer des solutions respectueuses du milieu, des solutions respectueuses des êtres humains pour l'avenir de tous et nos bassaranes. Bon, du coup, nous enchaînons par les questions, parce qu'on n'a sûrement pas été assez précis, ou si vous voulez rajouter quelque chose. C'est le premier qui est plus difficile. André, tu veux pas commencer? D'habitude, c'est André. Où il est, André? Il est pas là? Je sais pas. Alors, pour ceux qui vont faire la balade sur l'Hongrie demain, vous inquiétez pas de ne pas voir de poisson. Il y a eu un petit souci avec du lisier il n'y a pas longtemps. Donc, comment? Non, bah vas-y, expliquez. Oui. Vous êtes au courant. Alors, ce que Damien vous dit, c'est que pour ceux qui feront la balade demain matin le long de l'Homme, c'est de pas être étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de poissons à observer. C'est qu'il y a eu un incident. Il y a Un gros accident. J'ai dit incident. Ah, pas accident. Accident, on sait pas. Enfin bon. Incident en tout cas. Début juin, plusieurs
centaines de mètres cubes de lisiers qui ont été déversés dans la rivière. Donc la fédé de pêche, les associations de pêcheurs ont repêché des milliers de tonnes de poissons. Voilà, c'est un peu une catastrophe écologique sur l'homme. Donc voilà, vous verrez peut-être pas beaucoup de biodiversité demain matin. Il y a une question là-bas. Mais vous pouvez toujours vous baigner. Hein, Tout va bien. C'est bon, elle est propre. Et l'eau potable est aussi de très bonne qualité. Comme la Seine, hein, elle est propre. Alors la question c'est comment on fait tomber sans faire exprès C'est que l'exploitation est raccordée à la rivière. C'est une grosse exploitation ici. Tu veux répondre Agnès? Non mais je peux répondre. Hein, voilà. Avec la fédé de pêche, donc on était en communication régulièrement. En réalité, il a 3 gros réservoirs de lisier, ce monsieur-là, parce qu'il a 600 truies, donc en élevage industriel. Et donc, il y a un de ces réservoirs qui fait quand même 28 mètres de diamètre. On ne sait pas combien de hauteur, mais c'est totalement gigantesque. Et donc, il y a eu une fuite du lisier qui, alors que le lisier est à 2 kilomètres de la rivière, en fait, ce dont on vous parlait tout à l'heure des drainages, c'est ça en réalité. C'est-à-dire que pour que les terres soient plus vite asséchées, on draine et après on fait des petits canaux. Au lieu qu'il y ait des rivières dans la campagne, on a fait des canaux. Et en fait, très très rapidement, le lisier, par ces canaux, est allé jusqu'à la rivière. 500 mètres cubes de lisier, qui a tué tous les poissons. Quelques écrevisses de Louisiane ont survécu. Et ils ont aussi récupéré des serpents. Des serpents qui sont décédés aussi, parce que les serpents ici ils vont beaucoup dans l'eau. Et donc à ce sujet-là, il y a une plainte qui a été déposée par la fédé de pêche à l'Office français de la biodiversité, et les associations environnementales vont toutes déposer une plainte au tribunal de Niort, parce qu'en fait l'exploitation agricole elle était sur les Deux-Sèvres. Donc nous nous sommes regroupés, toutes les associations que je vous ai citées tout à l'heure, la LPO, les Deux-Sèvres Nature Environnement, Charente Nature, toutes nos associations se sont regroupées parce que on considère que même si c'est accidentel, il ne faut pas que ce genre de situation se reproduise. Oui, pour être plus précis, les porcheries, elles ont des fosses dessous les bâtiments et de temps en temps il faut les vider pour les envoyer dans la grosse fosse, dans une ou plusieurs grosses fosses. Et c'est des canalisations, qui passent et qui traversent la cour ou les champs. Et donc un tuyau a été écrasé avec des engins toujours de plus en plus lourds, a été écrasé et ça s'est pas vu comme ça parce que la fuite a eu lieu sous la terre et s'est connecté sur un drainage qui passait dessous. Donc c'est l'explication qu'ils ont donnée. Mais... D'autres questions ou interventions? Vous avez faim? On va peut-être quand même vous présenter le programme de demain matin. Oui. Puis après, il y a le mot de la fin. Il y a le mot de la fin. Le mot de la fin, ok. Ah oui. Donc avant le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, genre nous là ce soir ou à distance, dans toutes vos actions en cours? Alors, ce soir, on vient de vous parler des 2 actions qu'on va faire d'éducation populaire j'ai dit quoi? 28 septembre. Fin septembre et début octobre. Autrement, sur la table là-bas, on a quelques informations. Vous pouvez aussi mettre votre nom si vous voulez être tenu au courant des actions qu'on fait, même si vous n'êtes pas forcément sur place. Et donc, pour demain matin. Alors, demain matin, nous avons petit déjeuner avec quelques viennoiseries fabriquées sur place par 2
Paysan. Marie-Lou des Deux-Sèvres. Paysanne. C'est bien. Marie-Lou, c'était une fille, oui, pardon. Donc à Chassagne, on ne sait pas qui est-ce qui fait les viennoiseries. C'est le boulanger. Donc c'est peut-être des hommes, c'est peut-être des femmes, on s'en fiche un peu. Les viennoiseries sont bonnes. Ensuite, Bio et local. Bio et local, bien sûr. Ensuite, pour 10 heures, on vous propose plusieurs possibilités. Alors, en partant d'ici, et donc on vous a mis un petit tableau là-bas, je crois qu'on n'a pas écrit les différentes propositions. On voudrait bien que vous vous inscriviez pour qu'on sache un peu ce qu'on va faire et le nombre de personnes qu'on met dessus. Donc, les deux actions possibles, enfin les deux visites possibles à pied en partant d'ici, c'est l'une, la visite du maraîchage où Marina est co-agricultrice. Voilà, c'est à 2 pas d'ici. Paysanne, toujours. Toujours paysanne. Et encore moins exploitante. Donc, en partant d'ici à 10 heures, allez jusqu'au maraîchage qui est de l'autre côté, c'est vraiment pas loin. Et vous aurez les explications de leur technique agricole. Et je l'ai eu, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé que c'était passionnant. Deuxième possibilité. Juste Agnès, comment avoir des bassines sous nos pieds, en fait? Des explications des pratiques agricoles, comment utiliser notre sol pour, comme réserve d'eau, tout simplement. Voilà. Mais là, c'est en direct, on voit la matière, voilà. C'est pour que ce soit plus visible. La deuxième sortie, ça serait une balade le long de la rivière l'Aume, avec la Confédération paysanne, et avec des explications par rapport à pourquoi la rivière fonctionne, comment elle fonctionne, mais en le voyant en vrai, avec de la renaturation en direct sur le secteur. La troisième possibilité, c'est là de voir une rivière qui est totalement défoncée et se rendre compte en réalité, dans la réalité de ce qu'on vient d'essayer de vous expliquer ce soir, c'est-à-dire que quand la rivière est basse, il n'y a plus de nappe d'accompagnement, la nappe elle va au niveau de la rivière. Donc ça c'est pour commencer par quelque chose de très moche, et ensuite nous nous dirigerions en voiture vers une renaturation sur une petite rivière juste à côté pour expliquer comment, juste grâce à quelques travaux qui coûtent très cher, on arriverait à améliorer la situation sur ce bassin. La quatrième possibilité, c'est encore en voiture, à Saint-Freigne, et là vous iriez en, on va dire, en autonomie. À Saint-Freigne, il y a la Maison de l'Eau, dans laquelle il y a possibilité de visiter une exposition. Alors, bon, c'est pas gratuit. L'exposition s'appelle L'eau vue du haut, je crois que c'est ça. Et ils ont aussi des jardins éphémères. Et donc là, c'est 4,50 € si on y va individuellement, 3,50 € si on y va un groupe de 10 personnes. Donc voilà, pour demain matin, vous avez 4 possibilités. Et donc, vous pourrez, sur le tableau là qui est juste à côté de la table, noter, je ne sais pas moi, combien de personnes vous êtes, pour qu'on voit comment on s'organise. Pour le maraîchage, on a dit pas de plus de 80 personnes, mais là, ce soir, je pense qu'on n'y arrive pas. Mais les bus ne sont pas arrivés encore. Et avant de clôturer et que vous vous jetiez tous sur le bar et sur les frites qui sont en train de se préparer, je vais appeler Baptiste, qui est du coup mon associé à la ferme et dans la vie, pour dire un petit mot positif sur la fin, quand même, pour terminer sur une note joyeuse avant d'enchaîner avec un apéro, un baltrade et de la musique punk ou je ne sais quoi. Et que vous passiez une bonne soirée, qui a déjà très bien commencé. Bonsoir à tous. Bon, vous avez repéré, hein, je suis bien occupé depuis tout à l'heure et ça va continuer encore un peu. Je voulais simplement clôturer en vous passant notre témoignage, mon témoignage, et avec pour toile de fond, en fait, qu'est-ce qui peut continuer à nous donner du gaz
à nous donner de l'énergie et à encore plus s'empouvoirer, c'est très moche en français, on parle d'empowerment en anglais, pour continuer cette lutte dans laquelle on est. Nous, elle est chronique avec Marina, elle est quotidienne. Elle passe par des choix forts au quotidien, dans le sens où on sait qu'il y a des voisins qui vivent à 200 mètres de nous, je l'ai encore croisé tout à l'heure, qui ne me dira jamais bonjour, juste parce qu'on a une position différente. Mais en fait, au quotidien, ça, on arrive à le dépasser. Pourquoi? On arrive à le dépasser d'une part parce qu'on arrive à faire des événements comme ça, on arrive à se retrouver, on arrive à s'identifier, on arrive à se reconnaître, on arrive à échanger dans des moments qui sont importants. Donc certes, la bière aide, mais utilisons-la à bon escient. D'autre part, Marina a joué la modeste, mais d'où je parle aujourd'hui, d'où on a parlé. On a une formation tous les deux d'ingénieurs agronomes, on a fait un choix fort dans notre vie de s'installer, de reprendre une ferme avec, comment dire, un cortège de valeurs qui nous porte et qui nous tire au quotidien. Ce cortège de valeurs, il s'est transformé et il s'est cristallisé sous forme d'une ferme qui est très particulière. Je vous invite à nous rejoindre demain matin pour aller la visiter et voir pratiquement qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, dans le sens du dialogue et de la discussion qu'on a eue ce soir. Dans un deuxième temps, ce que je voulais vous dire, c'est que si on fait l'exercice de dézoomer, si on fait l'exercice de se dire que l'entrée par l'eau sur le problème du package agro-industriel est hyper intéressante, dans le sens où si on tire ce fil-là, il nous amène vers une réflexion qui est, en fait, à qui profite, entre guillemets, le crime, ou en tout cas à qui profitent ces méga-bassines. Ces méga-bassines profitent à un système qui est en place déjà depuis pas loin d'un siècle, post-guerre. Ce système, on sait qu'il est destructeur, et en fait la meilleure synthèse qui existe, et je vous invite à la lire parce que je l'ai fait encore il n'y a pas si longtemps pendant les vacances, c'est les 30 pages de synthèse pour les décideurs publics du GIEC. Dans ces 30 pages, vous avez le condensé de pourquoi on se lève le matin, pourquoi il faut se battre pour ces machins-là, et surtout, qu'est-ce qui fait notre force de demain. On a un constat qui est évident, c'est qu'en fait, 100% du problème qui est présent aujourd'hui, qui s'est réparti sur 3 générations, c'est nous. Donc en fait, 100% de la solution, mathématiquement, c'est nous. A fortiori. Donc moi, j'encourage et je vous appelle... Je vous encourage et je vous appelle à continuer ce mouvement-là, ne pas en faire un feu de paille, mais en faire une lame de fond. Qu'on se retrouve, comme on fait cette année, comme on a fait l'an dernier, qu'on se retrouve tous les ans, qu'on arrive à se regrouper sur des moments importants comme ça, mais surtout à monter en compétences. Aujourd'hui, c'est à la fois monter en compétences ceux qui arrivent à poser un argumentaire concret et solide en face d'assemblée, ceux qui arrivent à créer des moments d'animation forts. Enfin voilà, ça s'est fait en 48 heures l'organisation d'un événement pareil. Et continuer à grimper comme ça, parce que ça va être... c'était moi. Bon, un peu plus que 48 heures, mais bon... En tout cas pour nous concernés, ouais, c'est largement plus de 48 heures pour les FADAS, évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, localement, voilà, il y a de la réaction et il y a de la réactivité. Et pour finir, eh bien, je souhaite juste que la semaine que l'on vient d'ouvrir donne place à un joyeux engouement pour continuer la lutte, pour continuer la construction vers quelque chose qui est désirable, tout simplement. Alors avant de passer au baltrade, on a fait une chanson exprès pour vous ce soir. Vous êtes Les prêts? chanteurs et chanteuses qui le souhaitent peuvent nous rejoindre. Et les percussionnistes peuvent rester assis. Est-ce que vous êtes prêts? On va déjà vous montrer les percussions. Ah ben on ne sait pas, on va les faire choisir. Oh non, non, attends. Je monte le rythme et on va voir si vous connaissez. C'est la préfecture qui a autorisé signe pour l'homme et la couture. Mais nous, on n'en veut pas. Mais nous, on n'en veut pas. Mais au tribunal, c'est nous qu'on a gagné. Ça, c'était génial, mais ils ont continué. Nous, on va pas lâcher. Nous,
doit pas lâcher, lâcher. Et c'est à Longré qu'on s'est tous rassemblés pour dire y en a marre, il faut nous écouter. L'eau doit être partagée. L'eau doit être partagée. Wouh! Mais donc après on aura de la musique traditionnelle avec le super groupe Les Décrochés de la Lune. Vous pouvez vous ravitailler au bar qui est au profit de la Confédération Paysanne de la Charente. Si vous voulez prendre une adhésion, allez-y. Vous voulez faire un don, vous pouvez aussi. C'est avec plaisir. Et puis il y a bien sûr le repas préparé par l'équipe des Fadas. Et puis frites grillades avec des saucisses paysannes des producteurs de Charente. Aussi pour la Confédération Paysanne. Bon appétit, bonne soirée à tous.